Chiara Stella. Pouvez-vous vous présenter? Vous êtes éditrice Oui. d'une maison d'édition toute nouvelle. J'aimerais savoir votre parcours. Comment êtes-vous venu à vous intéresser à la littérature d'immigration et aussi votre parcours personnel qui vous a conduit à devenir éditrice? Ok, bonjour à Fulvio, maison d'édition italienne Il Sirente, avec lesquelles j'ai développé un projet de traduction, initialement des traductions de la langue arabe, et donc des auteurs contemporains, tous vivants actuellement, des divers pays arabes. Et après ça, j'ai développé un nouveau projet dédié à l'Europe, donc à des auteurs européens, mais d'origine arabe, donc pour étudier les nouveaux tissus de la société européenne maintenant. À la base, il y a la passion pour le monde arabe, où j'étais diverses années. Après ma maîtrise en sciences politiques, je suis partie parce que moi aussi j'avais une petite crise d'identité. Je ne savais pas quoi faire exactement. Et donc j'ai suivi la passion pour la langue arabe et la culture qui était toujours été dans mon âme. Peut-être avec les contes des Mille et Nuits qui m'ont donné une vision fantastique, très fascinante de ce monde arabe. Et donc j'ai commencé comme ça en proposant à la maison d'édition Il Sirente un projet qu'il n'y avait pas à cette époque en Italie. Donc avec un fil rouge qui liait tous les auteurs et qui n'existait pas à l'époque, pour donner aussi une connaissance, une vision de la culture arabe à travers l'art et la littérature. Donc les projets initialement étaient liés pas seulement à la littérature mais aussi à l'art, parce que quand j'étais en Égypte, j'avais découvert l'art contemporain arabe, que c'était pas trop loin de l'art contemporain européen. Donc ça m'a frappé parce que je croyais que c'était un truc ancien, archaïque. J'ai vu que c'était vraiment similaire à côté. Donc il y avait un vague des artistes, des auteurs tout à fait similaires à moi à cette époque de 20 ans. Comme toujours, la culture en Italie, c'était pas vraiment facile de conduire au niveau économique. J'ai réfléchi les moyens pour acquérir de l'argent pour continuer à développer ces projets. Et j'étais à les rencontres de l'Europe qu'il faisait avec Creative Europe, qui à cette époque il donnait de l'argent pour des projets, aussi à niveau littéraire. Le problème, c'était que l'aide financière, c'était lié à la traduction des langues européennes, donc dans une langue européenne à une autre. Et moi, j'avais la passion pour le monde arabe. Donc, quand j'étais assise à la réunion, je pensais comment faire à faire entrer les Arabes dans les financements, parce qu'il n'était pas prévu de financer des traductions de l'arabe. J'ai commencé à penser à l'européenne d'origine arabe pour essayer de continuer. Et là, c'était très intéressant parce qu'au début, c'était seulement une idée. Et après, j'ai vu que c'était un sujet très contemporain et très important de connaître. C'était vraiment fatigant de trouver les auteurs aussi, parce que la chose que c'était évident, c'était qu'ils étaient des auteurs européens. Tu ne pouvais pas découvrir où ils venaient et les origines. Donc. Et donc la première chose, c'était les noms. D'essayer de trouver des noms des auteurs qui étaient liés à un nom arabe. Donc c'était une recherche assez difficile. C'est parti la maison d'édition en 2007. Les traductions de l'arabe ont commencé en 2008, donc une année après. Et parce que moi j'ai vécu en Égypte, donc là à cette époque il y avait un bouquin en particulier écrit en dialecte qui a frappé mon attention, parce qu'avant ça c'était écrit seulement en arabe classique. Et donc
Et dans le monde arabe, en particulier en Égypte, où il y a un taxe d'analphabétisme assez élevé, donc c'était à cette époque 40%. L'idée d'écrire en dialecte, c'était une façon de permettre à les personnes aussi pas très cultivées de lire. Et avant ça, c'était pas possible si tu n'étais pas vraiment élevé et avait étudié l'arabe et tout ça. Et donc ça, c'était les premières best-sellers qui a vendu vraiment beaucoup de copies en Égypte et c'est arrivé à l'attention de beaucoup de personnes. Et c'était très important de les traduire. Et nous, on était la première maison d'édition italienne à les traduire. Et après ça, il était traduit dans au moins 5 langues européennes. Comment s'appelle ce livre? Et ce livre était traduit aussi en français et s'appelle Taxi. Et l'auteur, c'est Khaled Akramissi. Et donc, c'était des contes, des petits contes et des taxi drivers. Et l'auteur, il a fait un petit expériment anthropologique en prenant tous les taxis de la ville et chaque conducteur, il contait l'histoire de sa vie parce qu'en Égypte, c'était une façon de prendre de l'argent associé à notre travail. Donc, les taxi drivers, c'était pas la première profession. Peut-être il était des professeurs ou intellectuels, mais il était obligé de conduire les taxis. Et donc, il y était une grande variété des histoires très fascinantes. Et ensuite, c'était les romans, sont tous des romans, et à part, il y a des romans graphiques, parce qu'il y avait ces passions anciennes de l'art, mais qui est pas actuellement, c'est pas concrétisé dans des travaux d'art vraiment, mais seulement des graphic novels pour l'instant. Et donc, oui, on a publié aussi des autres Égyptiens, surtout, parce que l'Égypte produit beaucoup de cultures. Et il y avait cet auteur qui s'appelle Magdi El-Shafi. Il a écrit cette graphic novel, qui était la première graphic novel pour adultes publiée en Égypte, parce qu'avant ça, c'était seulement pour les enfants, comme Mickey Mouse, tout ça, des traditions américaines surtout. Donc, vous avez aussi publié ouais. Avant que vous êtes à l'affût, donc vous êtes un radar. Et notamment, vous avez publié plusieurs auteurs de la banlieue parisienne qui se sont manifestés dans les années, au début du siècle, ce présent siècle, en publiant des nouvelles, des romans. Alors, quel est votre regard d'italienne sur cette culture de la banlieue française qui se manifeste à travers le phénomène de la barre génération, mais qui date déjà. On est déjà la seconde génération de ce mouvement-là. J'ai un regard surtout pour l'aspect peut-être contemporain de la situation des banlieues. Donc, je n'ai pas remonté beaucoup jusqu'à les premiers critères d'origine arabe, donc la littérature berbère. Je n'ai pas lu beaucoup, mais j'ai la connaissance surtout sur les nouvelles générations. La perception aussi à partir de la langue, parce que cette langue cassée, cet argot des cités différents, ça manifeste un peu l'idée de cette, comme on disait avant, à l'encontre, peut-être en intégration que c'est pas encore une intégration réelle, comme ghetto un peu, des banlieues, a des difficultés à s'intégrer, donc de rester un peu dans les margines de la société. Par exemple, il y a cette nouvelle roman qu'on vient de publier de l'autrice Safia Azedine qui s'appelle La Mecque Pouquet. C'est très drôle pour certaines descriptions. Et il y a cette fille jeune qui habite dans la banlieue et est la fille des parents d'immigration marocains.
Donc dans la maison, elle respire beaucoup de traditions, des cuisines, pensées et langues des pays d'origine. Mais elle essaye d'aller vers la modernité, donc la France et la réalité où elle vit sa vie. Et il y a une image, par exemple, elle a des frères et des sœurs. Donc elles sont 5 dans la famille. Et il y a les frères petits. Il est pas très cultivé. Donc elle, la protagoniste, elle a étudié à l'université. Donc elle est plutôt intellectuelle. Et les frères, elle est comme ces garçons d'aujourd'hui, pas très intéressés à l'étude et faire des trucs avec ses amis. Donc un peu sur, selon elle, l'opinion sur la mauvaise route. Il y a une description qu'elle dit. Certaines fois, elle venait dans leur quartier, des journalistes français, après les attentats, après les choses qui concernaient la sphère islamo-arabique. Et ils venaient pour chercher quelqu'un pour faire un reportage. Et c'est très drôle la discussion parce que il voulait évidemment les journalistes dire quelque chose délié à le monde arabo-islamique seulement en venant dans les banlieues pour être sûr de trouver quelqu'un. Et elle dit que ce type d'attachement, elle portait son petit frère sur la mauvaise route parce que à certaines façons, il allait radicaliser et voir l'extérieur comme frappant. Et donc, il y a vraiment des beaux romans et qu'il essaye de nous décrire. Ouais. C'est l'image, le stéréotype qu'on plante sur l'autre qui est mis en cause à travers, je pense, ce genre de roman. Combien d'auteurs avez-vous publié dans vos collections? Dans la collection d'arabe, les traductions de l'arabe, il y a maintenant 14 titres. Et dans cette collection, seulement 4 et sont prévus 7 pour les projets européens. Et après, s'il y aura des possibilités, on va continuer avec aussi les auteurs italiens d'origine différente. Il y en a divers et qu'ils m'ont proposé déjà les manuscrits. Et donc, on est en train de consulter, de lire, de voir si les romans qu'on aime les plus, qu'on dise les plus. Vous êtes combien? Il y a combien dans le paysage éditorial italien? Il y a combien d'éditeurs qui font ce travail en profondeur comme vous le faites? Est-ce qu'il y en a beaucoup? C'est un domaine éditorial en pleine émergence, d'après ce que je comprends. Il y en a au moins 2 que je connais, mais ils font pas un travail très au fond. Je crois que c'est plutôt certaines fois, ils publient un auteur, pas vraiment lié à un contexte défini. Et peut-être ils vont aimer plus les romans en particulier, cet auteur, donc ils vont publier, comme font toujours les éditeurs, sans vraiment un contexte, des pensées plus en général, je crois.